principalement sur de l'expatriation fiscale et, vers tout pays et beaucoup sur Israël. On va dire même principalement sur Israël. Et donc, on voit tous les aspects de l'expatriation fiscale. D'abord parce que on voit comment se comportent les autorités fiscales françaises avec les non-résidents et ceux qui partent. Et après, on voit spécifiquement le cas d'Israël. Donc, le thème aujourd'hui choisi avec Nathanaël, il est extrêmement précis puisque c'est comment éviter les pièges en France et en Israël au niveau fiscal. Alors, je prends la parole en premier parce que on va d'abord regarder côté français les différents pièges. Les pièges classiques, donc il ne s'agit pas de faire une consultation sur un départ de France, mais de dire, voilà, il y a un certain nombre de réflexes, de points. Vous verrez, moi j'ai listé 4 points essentiels. Alors, premier point essentiel, et qui correspond, on va dire, à une consultation sur 3. Et on voit d'ailleurs cette problématique euh, quasiment toutes les semaines. Nous, c'est des personnes qui résident en Israël depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans plus, et pour autant ne sont pas, sont toujours résidents fiscaux français. Alors, un des pièges, c'est de penser que l'administration fiscale ne va jamais vous trouver et que ça ne va pas poser de difficultés à un moment ou à un autre. Il faut rappeler qu'on a l'échange automatique de données bancaires qui est en place. Donc, soit effectivement, vous avez prévenu votre banque israélienne que vous aviez fait votre alia et vous ne mettez pas dans l'échange. Pour autant, il va y avoir des difficultés parce que pour vivre en Israël, vous allez faire des virements, votre banque va être interrogée, elle va faire remonter des informations à Tracfin et vous allez vous retrouver, on va dire, nous, on a quasiment une dizaine de cas par an qui apparaissent schématiquement au moment des déclarations d'impôts, où on nous dit, mais l'administration fiscale m'interroge, considère que je suis résident fiscal français, alors que moi je suis en Israël, ils veulent des informations sur mes comptes bancaires alors que je fais des choses en Israël qui ne les concernent pas. Et donc on a un vrai sujet. Ce sujet, c'est on ne peut plus aujourd'hui euh, vivre en Israël et en ayant le bénéfice de l'ALIA, parce que c'est ça le sujet, hein, et de l'autre côté, rester résident fiscal français. Alors, ça peut être extrêmement favorable hein, dans certains cas, parce que le régime de l'ALIA est intéressant pour les retraités purs, puisqu'on n'a plus d'imposition sur les retraites, mais pour autant, euh, lorsqu'on est résident fiscal israélien et qu'on a des revenus fonciers de source française, ça peut coûter très cher. Donc, il est vrai que la fiscalité du non-résident peut être défavorable, et notamment lorsqu'on a un nombre d'enfants important, puisque le résident fiscal français est taxé en, on va dire, en fonction du nombre de parts, alors que le non-résident, c'est l'application automatique d'un pourcentage, alors le pourcentage de base étant celui de 20%, dès le premier euro. Après, on a des distinctions selon que ce soit du salaire, du revenu foncier ou d'autres catégories de revenus. Donc, premier piège à éviter, vous ne pouvez plus dire je suis là-bas tout en étant en France, parce que de toutes les manières, on va vous trouver, ça va créer des difficultés. Alors, je ne parle même pas du cas que j'ai connu et que je gère actuellement, la personne qui, en plus, malheureusement, est décédée. Et là, on a un imbroglio entre des biens israéliens qui sont pas connus alors que la personne est résidente fiscale française. Donc voilà, il faut couper le lien si vous allez en Israël et véritablement devenir résident fiscal israélien et non résident fiscal français. Parce que cette problématique, elle existe pourquoi? Elle existe au regard du régime de l'ALEA. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, normalement, être résident fiscal de 2 pays. D'ailleurs, ça serait une anomalie, puisque être résident fiscal de 2 pays, ça signifie payer l'impôt dans 2 pays. Et je vous rappelle, si vous allez voir le terme employé dans les conventions fiscales, on parle toujours de convention fiscale contre la double imposition. Donc voilà, premier point important pour moi en pratique,
on est en France ou on est en Israël, mais on ne peut pas être entre les deux. Et lorsque mes clients viennent me voir, je leur donne un délai, je leur explique, bon, OK, vous pouvez me le faire jusqu'à la fin de l'année, pendant 6 mois, un an, mais plus, c'est quand même très problématique. Alors, je ne sais pas, Nathanaël, si sur cet aspect-là, toi, côté israélien, tu as des remarques avant que je passe aux autres éléments? OK. Alors, ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'exit tax. L'exit tax, c'est quoi? Ce sont les plus-values latentes sur titre de société. Ça signifie que vous avez créé une société à l'IS. Alors, il faut que cette société soit à l'IS. Que vous déteniez soit plus de 50% du capital, soit que, si vous détenez moins de 50%, la valorisation de vos biens soit au moins égale à 800 000 euros. Et à partir de là, vous avez une obligation de déposer une déclaration d'exit tax. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que, typiquement, Israël est dans le cas où il n'y a pas de convention d'assistance en matière de recouvrement avec la France, et donc, on ne peut pas quitter la France sans avoir déposé une déclaration d'exit tax au moins 90 jours avant de partir. Or, si vous ne le faites pas, la plus-value, et moi j'ai le cas parmi certains clients, la plus-value et le sursis sautent et on vous demande donc de payer la somme. Alors, la somme, c'est par définition une plus-value latente. Plus-value latente, c'est de dire, j'ai créé une société où j'avais mis 10 000 euros, aujourd'hui elle vaut par exemple 510 000 euros, j'ai 500 000 euros d'écart de plus-value latente, à 30%, ça fait 150 000 euros. Donc, important, un des pièges, et moi je vois des personnes qui... Alors, moi j'ai la chance de voir des personnes qui viennent et qui me disent je vais partir dans 5-7 ans, et puis d'autres qui viennent et qui me disent je pars dans 10. Georges, je ne t'entends pas. On n'entend plus Georges. Je sais. Nathanaël, est-ce que tu veux entre-temps prendre la parole, le temps qu'on résolve Oui, le problème avec Georges? oui, alors on va mettre entre parenthèses, bon, juste avant tout, je suis Nathanaël Cohen, je suis expert comptable et fiscaliste à Tel Aviv et à Jérusalem, du bureau Natco Consulting. Justement, on va mettre entre parenthèses le côté français. Donc pour l'instant, juste pour résumer ce que Georges a dit, de faire très attention lorsqu'on quitte la France, d'informer l'administration fiscale française qu'on est bien parti de la France, parce que comme il a dit, il est en train de dire justement qu'il a des clients qui l'avertissent 7 ans avant de partir, mais il y a également des clients qui avertissent 7 ans après être partis. Eux sont sûrs qu'ils sont résidents fiscaux israéliens, mais quand on n'informe pas la France, pour la France, on est toujours résident fiscal français. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention, et l'exit tax, Georges va en parler. Maintenant, moi, on va fermer cette parenthèse, Georges la reprendra après, je vais vous parler du côté israélien. Le sujet de la réunion, c'est les pièges fiscaux auxquels il faut faire attention lors de la LIA, France-Israël. Donc, moi aussi, je me suis noté quelques petits points auxquels il faut faire attention. Déjà, avant tout, une résidence fiscale israélienne, comme vous le savez. La résidence fiscale, lorsqu'on dit qu'on est résident fiscal israélien, c'est une personne qui passe plus de 183 jours sur le territoire israélien, qui a son centre de vie en Israël. Quand on dit son centre de vie, c'est-à-dire son Merkaz Chaim, c'est-à-dire ses enfants, la scolarité des enfants, la femme, où se trouve la plupart de son temps et où se concentre en fait le centre de sa vie. À partir de ce moment-là, cette personne est considérée comme résident fiscal israélien. Maintenant, un résident fiscal israélien et ce Olé Hadash, c'est-à-dire ce nouvel immigrant en Israël, il faut qu'il fasse attention à pas mal de points auxquels il y a pas mal d'amalgames. Par exemple, les 10 ans d'exonération. Tout le monde parle des 10 ans. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois au bureau. On arrive, on me dit, moi, je suis exonéré pendant 10 ans, j'ai fait mon alia, donc il n'y a pas de problème. Les 10 ans, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est uniquement sur les revenus qu'on génère en dehors du territoire israélien. C'est-à-dire un Olé Hadash, un nouveau résident fiscal israélien, qui arrive en Israël, qui est sûr d'être exonéré. C'est vrai qu'il est exonéré sur les revenus de source française, mais seulement s'il travaille en dehors d'Israël pour recevoir et percevoir ces revenus-là. Donc,
quand vous venez en Israël et que vous travaillez d'Israël même, il n'y a plus cette exonération de 10 ans. Exonération de 10 ans, pour vous donner des exemples, c'est par exemple, vous recevez des dividendes de France, ou vous avez des revenus locatifs de France. Là, on n'a pas besoin de ni déclarer à Israël, ni d'être imposé pendant les 10 premières années. Mais si vous travaillez en Israël, que vous soyez salarié en Israël, ou que vous ayez une société en Israël, il faut faire très attention, on n'est pas exonéré de 10 ans. On est imposé, notre imposition devient imposition territoriale, on est imposé sur tout ce qu'on a en Israël. Donc ça, c'est un point auquel il faut faire vraiment attention parce que les impôts n'en ont pas trop parlé là-dessus. La loi des 10 ans, c'est la loi 168 qui est sortie en 2008 pour toute personne qui est venue après le 1er janvier 2007. Ils n'en ont pas parlé beaucoup. Et on a vu qu'après les 10 ans, ils savent se réveiller, venir, vous ne m'avez pas déclaré votre retraite, vous ne m'avez pas déclaré ça, vous ne m'avez pas déclaré ça. La retraite, par exemple, pendant les 10 ans, il n'y a pas de problème. C'est des revenus qu'on a générés en dehors du territoire. Mais votre activité, vous avez fait d'Israël. Vous avez ouvert un bureau en Israël et vous avez facturé vos clients à partir d'Israël. Là, vous êtes assujetti à l'imposition israélienne. Donc ça, c'est le premier point auquel il faut faire très attention. Rachel, tu veux que je continue ou je commence à répondre aux questions? Parce que je vois qu'il y a… On ne t'entend pas? Suite au pépin, excuse-moi, Georges voulais reprendre suite au pépin technique qu'il a eu. Ah, ok. Si tu veux, je peux juste répondre aux 2 petites questions qu'il y a en attendant. Attends, parce que je sais que Georges, regarde, il essaie de nous parler là. Attends. On a un petit souci technique. C'est bon. Non, mais réponds aux questions, Nathanaël, comme ça je reprends. Juste pour ne pas perdre de fil, parce que comme j'ai commencé quelque chose… Le sujet que tu as abordé est extrêmement important. Ok. Donc, Rachel, tu veux me lire les questions? Je ne lis pas. Oui, alors, est-ce que les conditions de résidence fiscale sont cumulatives? Lorsqu'on fait des allers-retours, on est résident fiscal où? Je connais déjà la réponse. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de personnes qui sont venues en Israël, ils ont fait même une sorte d'Ali à Boeing. Ils sont venus, ils travaillaient en France la plupart du temps, ils revenaient quelques jours pendant la semaine. Par rapport à Israël, et je répète par rapport à Israël, parce que c'est sûr que Georges voudra dire quelque chose là-dessus par rapport au centre économique, mais par rapport à Israël, ce qui est le plus important, à part le nombre de jours passés, c'est le Merkaz Chaim. Le centre de vie est plus fort que le nombre de jours. C'est-à-dire, si cette personne qui fait ses allers-retours, mais qui a sa femme en Israël, et que ses enfants sont scolarisés en Israël, par exemple, et qu'on peut prouver que son centre de vie en Israël, qu'il a un appartement en Israël, qu'il a un domicile en Israël, et qu'il habite là, mais qui se déplace pour les allers-retours, la résidence fiscale sera israélienne. En principe, même les personnes qui font des allers-retours, ils ne passent pas plus de 6 mois en dehors d'Israël. Mais quand même, on a eu pas mal de cas où la personne a quand même passé un peu plus de 6 mois. L'administration fiscale israélienne l'a considéré quand même comme résident israélien, étant donné qu'on a pu voir que la femme et que la scolarité des gosses était là, ou qu'il avait un appartement. Vous savez, une personne en principe qui a 10 appartements en France et qui a ses enfants en France, mais qui vient en Israël 6 mois, ça aussi, ce n'est pas très fort. Ce qui est important, c'est le Merkaz Chaim. Où est sa vie? On ne peut pas avoir 2 vies. Bon, il y a des personnes qui ont 2 vies. Mais je parle en principe, on ne peut pas avoir 2 vies. On a une femme, on a des enfants, on a un appartement, on a un domicile, on a un lieu où on revient. On travaille des fois en dehors d'Israël. Mais pour répondre juste à la question, on est résident israélien même si on fait des allers-retours. Tant que le Merkaz Chaim est là, bien sûr. Tant que le centre de vie se trouve en Israël. Alors, je vais répondre partiellement à cette question tout à l'heure. Après, il y a une question sur les revenus fonciers, mais on va peut-être y revenir après nos points, puisqu'on est vraiment sur les pièges. Et là, la question d'Anne Chetrit concerne plus le fait que qu'est-ce qui se passe à la fin des 10 ans. Donc, je reprends le point tout à l'heure, j'avais expliqué, il faut faire attention, on ne peut pas être résident de 2 pays et donc il faut pouvoir à un moment partir. Alors, je vais juste rajouter un petit point, c'est en t'écoutant, Nathanaël. Il se trouve qu'un certain nombre de personnes sont parties de France en 2013 ou 2014 pour, on va dire, sécuriser des comptes bancaires. Nathanaël et moi, on en connaît énormément et puis même souvent depuis, ils ne sont pas revenus en Israël. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'en 2023, lorsqu'on va commencer à tourner au-dessus des 10 ans, Israël va dire soit vous payez de l'impôt en Israël, et là on va voir le sujet de payer de l'impôt en France en Israël, soit vous êtes résidents fiscaux français, et donc je vais être amené à donner les informations sur votre compte bancaire
voire autre chose, puisqu'aujourd'hui, on a l'OCDE qui va commencer à aller sur l'immobilier et donc rentrer sur cette problématique de personnes qui pensaient être protégées, qui effectivement étaient protégées à un moment T, mais à la fin de l'ALIA, elles ne sont plus protégées. Mais je pense, Nathanaël, tu parleras peut-être de la fin de l'ALIA tout à l'heure sur ça. Donc, on a vu l'exit tax au moment où j'ai eu un petit problème technique pour dire, lorsqu'on a des sociétés à l'IS, on ne part pas parce que sinon la France va exiger le paiement de l'impôt. Même si on a un mécanisme aujourd'hui d'exit tax qui est plus simple et moins long que sous François Hollande, ça reste une difficulté. Troisième point important concernant, on va dire, principalement les retraités ou les personnes qui ont des prélèvements à la source. Cas typique, vous faites votre ALIA, vous informez la France le 1er septembre 2021 que vous avez quitté la France. Et effectivement, on vous le dit, Nathanaël vous le dit si vous allez le voir en Israël, moi je vous le dis si vous venez me voir en France, ben, le principe c'est que les retraites ne sont pas imposables. Sauf que vous allez voir que votre prélèvement à la source, il va continuer. Pourquoi? Parce que les caisses de retraite sont considérées comme des employeurs. Donc, pour cesser l'imposition, il faut quasiment attendre 5-6 mois d'obtenir un document israélien de preuve de résidence fiscale. Et Nathanaël vous expliquera qu'Israël ne le donne pas dès le lendemain de votre arrivée. Et circulariser toutes les caisses de retraite. Alors, vous verrez qu'il y en a certaines qui sont plus rapides. Et lorsque la dernière caisse de retraite aura dit « Oui, effectivement, je considère que monsieur et madame X sont résidents fiscaux », les prélèvements stopperont. Et se pose une autre question qui est de dire « Mais mes prélèvements qui ont duré 6 mois, 12 mois, quand est-ce qu'on me les rembourse ?» Alors, la France a été de très mauvaise foi parce qu'ils viennent de changer la règle. On ne peut demander le remboursement des sommes que dans le cadre de la déclaration d'impôt. Donc, si vous avez raté la demande dans le cadre de la déclaration d'impôt, il faut attendre 1 an de plus. Et pour avoir réceptionné quand même la quasi-intégralité de mes non-résidents, avec le Covid, les délais ont été nettement plus longs. Dans la moitié des cas, l'administration n'a pas acté les demandes de remboursement, donc on a dû déposer entre fin août et début septembre des réclamations. Donc, attention, la mise en place n'est pas automatique. Ne pensez pas que dès que vous poserez le pied en Israël, vos prélèvements à la source, tout va s'arrêter. Non, ce n'est pas si facile que ça. Et puis, dernier point, et là je vais rejoindre ce que disait Nathanaël tout à l'heure, c'est la difficulté de la résidence fiscale pour ceux qui vivent entre la France et Israël. Donc, on rentrera après dans le détail des questions, mais ce sujet, pour moi, est extrêmement important. Alors, pourquoi on a cette problématique? Parce que quand vous allez lire l'article 4 de la Convention fiscale entre la France et Israël, dans la notion de résidence fiscale, alors je viens de l'apprendre et je vais vous lire cette phrase. On explique que est résident fiscal toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction et de tout autre critère de nature analogue. Donc ça, cette partie de phrase ne pose pas de difficulté. Ça correspondait tout à l'heure à la question qui était posée. Par contre, la suite pose une difficulté. Toutefois, donc il est écrit, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de source situés dans cet État ou pour la fortune qui y est située. Et alors là, je vous traduis ce que ça veut dire. Ça veut dire que si vous êtes sous le régime de l'ALIA, et c'est aujourd'hui une des problématiques qui se posent avec Israël, vous ne pouvez pas bénéficier de la protection de la convention fiscale. Puisque si vous êtes sous le régime de l'ALIA, vous n'êtes assujetti en Israël que sur les revenus de source israélienne. Et donc, un des pièges, un des sujets, alors, j'ai l'habitude d'expliquer que l'administration fiscale fait plutôt aujourd'hui, française fait plutôt dans le détail,
et donc ne perd pas son temps à venir voir un retraité pour aller, au regard de cette disposition, remettre en cause les éléments liés à la retraite. Non, on va regarder deux catégories de personnes, soit les très gros patrimoines, soit les personnes qui font des allers-retours et qui ont des revenus principaux qui viennent de France. Donc, attention, ce n'est pas parce que vous avez fait votre alia que vous passez 6 mois, comme l'a dit Nathanaël tout à l'heure, qu'au regard de la France, vous êtes obligatoirement résident fiscaux. Alors, les litiges aujourd'hui, on parle de quelques dizaines de litiges, où l'administration fiscale a néanmoins du mal à prendre des positions et à les tenir, parce qu'on a des jurisprudences qui sont extrêmement fluctuantes sur la notion de résidents fiscaux. Mais c'est de mon devoir de vous expliquer qu'il y a ce sujet-là. Néanmoins, c'est vrai que nous, on sécurise nos clients par un certain nombre de protections qui font qu'à chaque fois que l'administration est venue nous voir pour nous poser ces questions-là, ils sont plutôt repartis. Alors, il se trouve que, parce qu'on prend un certain nombre de précautions dans le cadre de la définition de la résidence fiscale. Donc, comprenez une chose, il y a un sujet d'interprétation sur la convention fiscale. Et si ce sujet d'interprétation existe, il vous pose un problème en termes d'impôt. Pourquoi? Parce que si vous devenez résident fiscaux israélien et que vous ne pouvez pas bénéficier de la convention fiscale, ça signifie qu'on va ramener la notion de résidence aux dispositions de l'article 4 du Code général des impôts. Et là, on n'est plus sur des critères où on va regarder le critère côté israélien, côté français. Il suffit de remplir un des 3 critères de l'article 4B du Code général des impôts pour être considéré comme résident fiscaux français. Je vais juste vous donner 2 exemples pour terminer. On a une jurisprudence, pour vous expliquer comment c'est extrêmement compliqué, qu'il faut vraiment rentrer dans une analyse au cas par cas. On a par exemple un résident fiscal malgache qui n'est jamais venu en France et pour autant la jurisprudence a considéré qu'il était résident fiscal français. Puis on a une décision du mois de juillet dernier, alors dans des cas très spécifiques, hein, mais qui pour la première fois retient le critère de la nationalité pour retenir et qualifier la personne de résident fiscaux français. Donc voilà, le 4e point, c'était dire, selon les cas, on a un sujet d'interprétation, donc ne pensez pas que partir en Israël à fleur et fusil, ce soit aussi simple et que ça ne pose aucune difficulté fiscale. Voilà, Nathanaël, je te laisse continuer. Ok, sans problème. Ok, donc juste pour résumer ce que j'ai dit tout à l'heure, Georges en a aussi parlé. La première chose à laquelle il faut faire attention, c'est les 10 ans d'exonération. Les 10 ans d'exonération, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est uniquement des revenus. On n'a pas besoin de travailler pour cela en Israël. Moi, je connais des personnes que leur seul travail à faire, c'est d'éditer des factures, par exemple. Et ben, ils partent à Chypre ou ils partent en Grèce une journée, ils font leurs factures de là-bas, ils reviennent en Israël et par rapport à Israël, il n'y a pas de problème. Tant qu'on ne travaille pas en Israël, on est exonéré pendant 10 ans d'impôts et de déclaration d'impôts. Et justement, déclaration d'impôts, ça va me faire venir au 2e point auquel aussi il faut faire attention. Il y a pas mal de personnes qui se disent, bon, dans tous les cas, on n'a rien à se reprocher ici. On va leur déclarer même ce qu'on a à l'étranger. Dans tous les cas, on est dans nos 10 ans d'ALIA. On reçoit une déclaration de patrimoine. Ça arrive à pas mal de Français qui reçoivent leur déclaration de patrimoine ou un fichier qui s'appelle le 5329. Aujourd'hui, il s'appelle le 5328. Ils en ont envoyé par des centaines de milliers. Donc, vous devez sûrement, il y a sûrement des personnes qui doivent savoir de quoi je parle. C'est le 5329, ça s'appelle en hébreu Mekorot Achnasa, c'est-à-dire qui demande les sources des revenus, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on détient en Israël et en Chutz La'aretz, c'est-à-dire et à l'étranger. Et j'ai vu beaucoup de personnes qui sont venues me voir au bureau, qui avaient des experts comptables israéliens, qui ne connaissent pas forcément les lois, et qui leur disaient, déclarez quand même ce que vous avez en France, vous n'avez rien à perdre, ce n'est pas d'argent qu'on a gagné en Israël, donc est-ce qu'on s'en fout? Israël, on leur doit rien, et on leur montre qu'on est bon. Justement, sur ça, moi, je conseille à tout le monde, tous ceux qui reçoivent une déclaration de patrimoine, de ne noter et de déclarer uniquement ce que vous avez en Israël, c'est-à-dire le compte bancaire en Israël,
des salaires, si jamais vous avez des salaires en Israël, votre appartement en Israël, en tous les cas, peuvent le savoir, c'est au Dabo, l'appartement que vous avez en Israël, et si jamais vous avez des coffres forts à la banque. Mais seulement ce que vous avez sur le territoire israélien. Si vous avez une belle montre à Hong Kong, vous ne la déclarez pas. Si vous avez des millions en France, mais qu'en Israël, vous avez une Nissan Micra, vous déclarez uniquement votre petite voiture d'Israël et vous ne déclarez pas tout ce que vous avez à l'étranger. Pourquoi je vous dis de faire ça? Parce qu'à la fin des 10 ans, ça arrive à 80% des gens, dès que les 10 ans finissent, Israël envoie une nouvelle déclaration de patrimoine. Maintenant, on a fini les 10 ans. Maintenant, vous rentrez dans le radar du fisc israélien. Et là, le fisc israélien va vouloir savoir ce que vous avez, vont revérifier dans 5 ans qu'est-ce que vous allez leur déclarer, et après vont vérifier. Maintenant, juste pour vous expliquer en fait, qu'est-ce qui se passe avec la déclaration de patrimoine, pourquoi je vous dis de faire attention à ça? Parce qu'une déclaration de patrimoine, la première, elle sert de comparatif à la suivante. Ça s'appelle en hébreu Hatzarat On. C'est-à-dire, lorsqu'une personne, elle déclare, voilà, j'ai tant. Et dans 5 ans, elle déclare qu'elle a acheté une Porsche. Mais elle a déclaré des salaires uniquement de 5 000 shekels. Donc les impôts, ils se disent, attendez, il y a 5 ans, il n'avait pas de Porsche. Aujourd'hui, il a une Porsche, mais il n'a gagné que 5 000 shekels pendant ces 5 ans. Donc c'est bizarre. Donc c'est pour ça qu'ils se servent toujours de la première pour comparer à la deuxième. Maintenant, un Olé Hadash ou un Français qui vient en Israël et que pendant ces 10 ans déclare ce qu'il a en France, cette déclaration va déjà servir au fils de comparatif. Tandis que si, après les 10 ans, pour la première fois, il déclare ce qu'il a en France, c'est-à-dire la déclaration d'après les 10 ans va servir comme première déclaration pour les impôts, et ça va être ça leur comparatif, parce qu'ils savent que dans tous les cas, vous avez 10 ans d'exonération, vous n'êtes pas obligé de leur déclarer. C'est possible que vous avez 30 millions d'euros en France, mais que vous avez 10 000 shekels en Israël et que vous ne déclarez que vos 10 000 shekels en Israël, ils se disent, bon, c'était un olé hadash. Mais s'ils ont des informations déjà de la France, alors qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir ces informations, mais que vous leur donnez vous-même ces informations, ils vont se servir pour essayer de vous embêter. Ça m'est arrivé dans 2 cas, et je peux vous dire qu'ils n'en ont rien à faire. Ils disent, mais attendez, c'est vous qui m'avez déclaré. Donc, ce n'est pas possible, vous m'avez déclaré partiellement. C'est soit vous m'avez menti dans votre déclaration, alors que vous n'avez même pas besoin de le faire. Donc, ne faites pas d'excès de zèle là-dessus. Pour résumer, vous recevez une déclaration de patrimoine. Pendant vos 10 ans, vous ne marquez uniquement ce que vous avez en Israël. Compte en banque, salaire et appartement, c'est tout. Maintenant, le point aussi auquel il faut faire attention, quand je dis les 10 ans finissent normalement à compter de la Teudat Olé, de la date d'Aliyah. Beaucoup de personnes me disent, même suite à des interventions qu'on a fait avec Georges, dans tous les cas, j'ai le droit de décaler ma réelle date de résidence. C'est-à-dire, en principe, une personne arrive en Israël, obtient une Teudat Zéhout, mais comme Georges l'a dit, repart en France. Il repart en France pendant 6 ans, 7 ans. Et après 7 ans, il décide de venir vraiment s'installer en Israël. Normalement, selon la loi, les 10 ans, ils doivent débuter à partir de la réelle installation en Israël. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre un exemple. Une personne a obtenu une Teudat Zéhout en 2014, mais il vient en 2021. Les 10 ans, ils n'ont pas commencé en 2014. Normalement, selon la loi, les 10 ans commencent pour un résident fiscal. Cette personne qui est repartie en France n'était pas résident fiscal israélien. Donc, il n'avait pas encore ces 10 ans qui ont débuté. Maintenant, moi, j'avais parlé de ça quelques fois et des personnes m'ont dit, OK, moi, j'attends. Lorsque je vais vraiment venir en Israël, là, je vais commencer mes 10 ans et donc je vais bénéficier de beaucoup d'années encore et elles ne vont pas finir, par exemple, en 2024. Ce qu'il faut faire attention, et je ne l'ai pas dit dans les dernières interventions, c'est pour ça que c'est très important de le dire maintenant, c'est que l'administration fiscale israélienne acceptera de décaler le début de la réelle installation, c'est-à-dire vos 10 ans en 2022 et non en 2014, uniquement. Le premier critère, et c'est les critères essentiels, c'est si vous n'avez pas passé 90 jours par an en Israël pendant cette période. C'est-à-dire que si entre 2014 et entre 2021, vous venez en Israël pendant les grandes vacances, vous venez à Sukkot, à Pessah, etc., on est arrivé à plus de 90 jours, plus de 3 mois. Là, pour Israël, vous n'êtes pas une personne qui n'avait pas décidé de venir. Pour eux, une personne qui passe 90 jours dans un pays, c'est qu'il est à moitié là. Parce que je dis à moitié, pas pour rien, parce que vraiment, c'est les 183 jours. Il est vraiment à moitié là et donc ils ne veulent rien entendre. Ils n'acceptent pas de décaler la date d'Aliyah. Donc, pour pouvoir décaler la date d'Aliyah et bénéficier des 10 ans le plus tard possible, il faut faire attention que pendant les années de battement, c'est-à-dire entre 2014 et 2021, vous n'avez pas passé 90 jours. Maintenant, si vous allez me dire, j'ai passé 90 jours en 2016, mais à partir de 2017, j'étais plus là.
eh ben, on pourra demander de décaler à partir de 2017. Vous allez gagner 3 ans sur les 10 ans, c'est pas mal quand même. Mais juste faire attention de ne pas, ça sert à rien même de demander ou d'aller voir des personnes pour cela. Les impôts, ils ont été catégoriques là-dessus, surtout récemment, ils ont bien précisé. Si vous avez passé 90 jours entre votre Teudat Zéhout et la date à laquelle vous voulez vraiment décaler votre alia, vous ne pourrez pas décaler. Donc, ça, c'était une petite parenthèse par rapport à ce que je disais avant, c'était bien de le préciser. Et un petit point aussi auquel il faut penser, c'est les personnes viennent en Israël, ils se disent il n'y a pas d'héritage en Israël, il n'y a pas d'impôt sur l'héritage en Israël, sur les successions, il n'y a pas d'impôt sur les donations, c'est vrai. En Israël, un papa peut donner à son fils 10 millions de shekels, les impôts ne lui diront rien. Les seuls qui lui diront quelque chose aujourd'hui, bien sûr, c'est les banques. C'est les banques qui vont demander la provenance des fonds, etc. Mais l'héritage, moi, ça m'est arrivé de parler avec pas mal de personnes qui étaient pourtant suivies en France. Ils disaient, voilà, moi, je vais venir en Israël, je prépare l'héritage de mes enfants. Dans le testament, je décide que le pays auquel ça va se faire appliquer la succession est Israël. Et comme en Israël, il n'y a pas d'impôt, donc mon fils n'aura pas à payer d'impôt. Maintenant, si le fils il est venu avec son père, mais qu'il est reparti en France l'année d'après, comme pas mal de cas, énormément de cas même, l'héritage du fils, l'imposition, elle s'applique à l'héritier. Elle ne s'applique pas à celui qui donne. C'est-à-dire que si l'héritier est français et qu'il a reçu un héritage d'un papa qui est israélien, c'est vrai qu'en Israël, il n'y a pas d'impôt. Mais en France, l'héritier, lui, il est assujetti à l'administration fiscale française. Et il doit rendre des comptes à la France. Et en France, il va recevoir une donation et un héritage et une succession qui sont imposés en France. Donc, c'est pour ça il faut faire très attention. Il faut aller voir les avocats en France, les notaires, voir ce que vous pouvez faire du vivant, pas du vivant, combien on peut plafonner des successions sans être imposé, etc. Mais quand même, c'est un point auquel il faut faire très attention. On arrive en Israël, l'héritier n'est pas exonéré d'impôts. Bien sûr, si vous venez avec vos enfants en Israël et que vous faites un testament et que vous donnez à vos enfants après vos 120 ans cet argent-là, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, juste, c'est aussi un point auquel il faut faire attention. Et aussi, un petit point, c'est, je crois que Georges en a parlé, dès que vous venez en Israël et que vous devenez résident fiscal israélien, informez la banque. Parce que normalement, vous savez, récemment, beaucoup de personnes ont reçu des papiers des banques qui leur demandent de la self-residency, c'est-à-dire d'attester la résidence fiscale de la personne. Justement pour savoir si on va échanger ces personnes à un autre pays ou non. Donc, une personne qui était israélien, qui était français et qui avait un compte en tant que français à la banque Apoalim et qu'il a fait son alia, il faut qu'il aille à la banque Apoalim, qu'il demande de changer sa résidence et qu'il marque bien qu'il n'est résident fiscal en Israël seulement. Vous avez 3 possibilités. Il y a l'US residency, est-ce que vous êtes américain ou non? Il y a résident fiscal en Israël seulement, et il y a résident fiscal en Israël et dans d'autres pays, bien que ça ne veut rien dire, mais quand même la banque le met. Donc, ne cochez pas la case de je suis résident fiscal en Israël et dans d'autres pays, même si vous avez des SCI en France et des biens immobiliers. Dans tous les cas, le bien immobilier, il est imposé dans le pays où il se trouve, donc c'est autre chose. Si vous êtes venu en Israël, il faut faire très attention que la banque ait bien changé votre statut, quitte à fermer le compte et rouvrir un compte en tant qu'Israélien complètement si vous êtes en Israël, mais ne laissez pas la banque continuer à échanger vos informations, même si vous allez me dire, mais maintenant je m'en fous, je suis israélien. Non, la France peut revenir 10 ans en arrière. Elles envoient, moi j'ai vu les papiers qu'ils envoient, ils demandent tout ce qui s'est passé les 10 dernières années avec les mouvements bancaires, avec les paiements, avec les soldes, avec les comptes. Donc, évitez-vous des problèmes en informant la banque au bon moment de votre résidence fiscale et de noter votre nouvelle adresse en Israël, qu'il n'y ait pas de numéro fiscal français, que vous ayez votre numéro de Teudat Zéhout, etc. La même chose, bien sûr, au tableau, au cadastre. Si vous obtenez une Teudat Zéhout et que vous devenez israélien, faites attention à aller chez l'avocat qui s'est occupé de l'achat de l'appartement ou aller chez un autre avocat même, tout le monde peut le faire, de changer, de modifier. Georges l'a dit tout à l'heure, l'OCDE commence à parler de l'immobilier parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'échange d'informations sur l'immobilier. L'échange d'informations, il est uniquement sur les comptes financiers et les séquestres et compagnies d'assurance, etc., mais pas sur l'immobilier. Donc, tout le monde dit, il n'y a pas d'infos sur l'immobilier, on s'en fout. Non, on ne s'en fout pas. Il faut faire attention parce qu'ils vont arriver. Et au cadastre, c'est quelque chose que l'avocat peut le faire en 2 semaines. Il change la propriété de cet appartement, du passeport à votre numéro de Teudat Zéhout. C'est très important parce que les passeports sont très vite repérables. Il y a des lettres dans les passeports, tandis que dans les Teudat Zéhout en Israël, ce n'est que des chiffres.
Et c'est beaucoup plus compliqué d'aller embêter quelqu'un qui fait partie de 9 millions d'Israéliens plutôt qu'une personne où son passeport apparaît avec les lettres automatiquement. Donc, quand l'OCDE va arriver à ça, ils vont même vous faire des problèmes à modifier la détention et le statut du compte. Donc, ça aussi, c'est un point auquel il faut faire très attention. Georges, tu veux dire quelque chose sur ce que j'ai dit là? Rajouter quelque chose? Non, non, T'avais l'air de… on est sur la même longueur d'onde, hein. C'est-à-dire que il faut toujours être en adéquation avec la réalité des faits. On ne peut plus aujourd'hui être en décalage. Donc, lorsqu'on part, on prévient la France. En Israël, on a un certain nombre d'obligations et de sécurité à prendre. Et pour aller dans le prolongement concernant le fait de ne pas prévenir la banque israélienne en se disant ben, elle va continuer à communiquer des informations, il faut savoir que les non-résidents peuvent faire l'objet d'un contrôle fiscal comme les résidents. Donc, ce n'est pas parce que vous n'êtes plus résident que l'administration ne pourrait pas être amenée à vous poser des questions, y compris, et ça a été validé par le Conseil d'État, sur des comptes bancaires étrangers. Donc, l'idée, comme je vous expliquais au départ, de dire quand je pars et de couper, c'est vraiment d'éviter qu'il y ait des échanges entre les pays. Donc, qu'on soit bien clair sur qui fait quoi, quelle information est donnée. Les informations, vous devrez les donner à Israël et la France, par exemple, vous n'avez plus à remplir une 3916, qui est la déclaration de compte bancaire à l'étranger lorsqu'on est non résident. Et par exemple, cette année, dans le cadre des déclarations d'impôts, il se trouve que pour certains non-résidents, nous, des croix étaient cochées. Donc, on les a décochées pour expliquer qu'on ne voulait pas faire la 3916 et qu'on n'était pas redevable de la 3916. Et au même moment, l'administration a circularisé les avocats spécialisés en expatriation pour dire c'est une erreur de notre part, n'en tenez pas compte si vos clients sont non-résidents. Ils ne peuvent pas demander des infos s'ils n'ont pas le droit de les demander. Dernière chose sur les problématiques de succession de donations. Alors, c'est un peu amusant parce que depuis plus de 20 ans qu'on fait du départ de France ici, typiquement, allez, dans les 12 mois qui suivent le départ, on arrange tous les éléments concernant le statut, les comptes bancaires, côté français, côté israélien. On obtient l'attestation de résidence fiscale, puisque quelqu'un a posé la question tout à l'heure, le document qui sera demandé par les caisses de retraite est l'attestation de résidence fiscale. Et puis, typiquement, au bout de 2, 3 ans, les clients reviennent nous voir et nous disent, bon, maintenant qu'on s'est posé, comment on peut optimiser la transmission de nos patrimoines parce que j'ai tous mes enfants en Israël, j'ai tous mes enfants uniquement en France, j'ai des enfants en Israël et en France. Et on a toujours la même réponse avec Nathanaël. De toutes les manières, quelle que soit votre situation, il faut faire un testament en arrivant en Israël. Car jusqu'à présent, on a parlé de fiscalité. Il faut aussi parler de droits civils et de droits matrimoniaux et de régime qui peut s'appliquer entre les époux. Voilà pour ma partie. Je rajoute une petite chose, parce que tout à l'heure, je vous ai dit d'aller informer les banques, bien sûr, et comme Georges l'a dit aussi, il faut donner à la caisse retraite le certificat de résidence fiscale, souvent ils le demandent. Les banques, c'est possible que dès que vous allez arriver en Israël, la banque va vous dire, OK, alors donne-moi un certificat de résidence fiscale me prouvant que tu es vraiment résident fiscal israélien. Maintenant, dès qu'on arrive en Israël, on ne peut pas encore obtenir ce certificat de résidence fiscale, parce que le certificat de résidence fiscale, il le donne seulement s'il voit que vous êtes vraiment résident fiscal israélien. Donc, si une personne est venue le 1er janvier 2021 et qui va au fisc israélien et leur dit « Donnez-moi un certificat de résidence fiscale », le fisc dit « Moi, je ne sais pas si tu vas rester ou non, donc je ne te donne pas le certificat de résidence fiscale. » Donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est déjà de ne pas se décourager auprès de la banque, quitte à leur donner les entrées et sorties du territoire. Aujourd'hui, je sais qu'au fisc israélien, on peut même obtenir un certificat de résidence fiscale en cours d'année. C'est quelque chose qui ne se faisait pas avant. J'en ai reçu un comme ça la semaine dernière. Donc ça, je vous le dis par certitude. Aujourd'hui, on peut, si une personne, dès qu'elle fait les 6 mois, dans une année, quand on dit une année en Israël, c'est du 1er janvier au 31 décembre, hein, une année, et elle a fait ses 6 mois, on est en août, et en août, ça y est, elle a 7 mois, je peux demander au fisc un certificat de résidence fiscale et il me le donnera au jour du 31 août ou du 20 août ou du 10 août. Donc, et pour la banque, même si vous n'êtes pas en mesure d'obtenir le certificat de résidence fiscale, donnez-leur quand même 3 factures en arrière,
d'Arnona, d'eau, d'électricité que vous avez payé de votre appartement. Donnez-leur leur contrat de location. Donnez-leur les entrées et sorties de territoire prouvant. Parce qu'au service juridique de la banque, dans les compliances des banques aujourd'hui, eux, ils ont pour méthode de tout de suite dire non, vous êtes français, vous n'êtes pas israélien, automatiquement, à moins qu'une personne persiste et s'entête un petit peu. Il faut s'entêter, on en a eu l'habitude, Georges le sait, j'ai fait ça pendant 2 ans de ma vie, j'avais même attaqué les banques à la Cour suprême. Donc, il faut s'entêter sans arrêt, il ne faut pas s'arrêter. Il faut dire à la banque, non, c'est important pour moi de changer. Et même s'ils vous disent, mais qu'est-ce que tu as à te reprocher? Ben justement, on ne veut pas que la France me considère comme résident français quand je leur ai dit que je suis parti de la France. Je ne veux pas jouer sur les 2 tableaux. Donc, quitte à leur donner tout ce qu'il faut, la compliance dans la plupart des cas à la fin, si vous leur donnez un dossier qui est assez complet, quand je dis dossier complet, c'est le contrat d'achat de votre appartement, les factures d'électricité et d'eau d'Arnona que vous avez eues, les entrées et sorties du territoire, ça vous pouvez le faire en ligne. Vous tapez entrée et sortie du territoire israélien, vous avez le site du ministère de l'Intérieur, c'est en anglais et en hébreu. Vous pouvez remplir, ils vous les envoient sur les 48 heures chez vous à la maison. Vous allez recevoir des papiers, vous allez faire le décompte, vous allez voir combien de temps vous êtes et vous donnez ça à la banque. Donc, c'est très important. Je ne dis pas ça pour rien parce que moi, j'ai eu des cas, j'ai eu des clients qui ont eu des problèmes alors qu'ils sont complètement résidents fiscaux israéliens, rien que parce que la banque les a considérés comme résidents fiscaux français. Donc ça aussi, il faut faire très attention. Et même si le fisc ne vous donne pas le certificat, dès que vous avez fait les 6 mois, il faut aller le demander. Voilà. Il y a des questions, Rachel, quelque chose? Après, on a des questions plutôt spécifiques. Nathanaël, tu parlais des 90 jours, on est bien d'accord. Lorsqu'on veut revenir en arrière, c'est 90 jours par an. Oui, c'est par an, bien sûr. Et aussi, même si une année, on ne l'a pas fait, c'est pour ça que j'ai donné le cas tout à l'heure. Si par exemple, en 2015, vous avez fait 100 jours, mais que vous êtes venu en 2014, mais en 2015, vous avez fait 100 jours, et que l'année d'après, vous avez fait 60, on pourra commencer à partir de l'année d'après. Mais oui, les 90, bien sûr, c'est par année. Par contre, il y aura un problème, c'est que si jamais l'année la plus récente, c'est-à-dire, on va prendre un exemple, aujourd'hui, on est en 2021. Si en 2020, vous avez fait 120 jours, mais qu'avant 2020, vous ne les avez pas fait, là aussi, ils vont vous poser des problèmes et mieux vaut renoncer au décalage de ces 10 ans. Mais si jamais vous savez que vous n'avez pas fait 90 jours, parce que 90 jours, c'est quand même pas mal, hein, c'est 3 mois en Israël par an. Ça vaut le coup de bien vérifier auprès du ministère de l'Intérieur combien de temps vous avez fait. Mais oui, 90 jours, c'est par an. Alors, on a une autre question en matière de succession, parce que moi, j'ai après un call qui commence dans 2 minutes. Si on confirme que lorsque les héritiers vivent en France, effectivement, il n'y a aucune exonération, on rentre sur l'application du droit français parce qu'il n'existe pas de convention fiscale entre la France et Israël en matière de succession. Par contre, et dans la question, vous expliquez, est-ce qu'on pourrait avoir une répartition non égalitaire? Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on prévoit des testaments, parce qu'en sortant du régime et de la protection du régime français, vous allez avoir plus de liberté. Alors, qui dit plus de liberté dit aussi plus de risques en termes de répartition. Mais c'est pour ça que la question de la répartition est extrêmement importante. Ok. Alors, Georges, Nathanaël, merci beaucoup pour toutes ces clarifications. On va clôturer la session. Je vous souhaite à tous Ratima Tova, que c'est qui pour bientôt. Je vous enverrai effectivement donc les coordonnées des intervenants et ainsi que l'enregistrement du webinaire. Et merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Au revoir. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.